Salut à toi et bienvenue dans cette troisième vidéo sur le chapitre du chômage. Dans la vidéo précédente, on a vu les sources du chômage conjoncturel, c'est-à-dire le chômage qui provient de l'activité économique. Et à la fin de cette vidéo, je t'avais dit qu'il y avait un deuxième type de chômage, le chômage structurel. Bah alors, qu'est-ce que c'est et quelles sont ses causes ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc le chômage structurel se distingue du chômage conjoncturel car c'est un chômage de long terme indépendant des fluctuations de l'activité économique. Ce chômage est lié à des déséquilibres persistants dans la structure du marché du travail qui peuvent l'empêcher de s'ajuster. Le chômage structurel remet directement en cause le modèle néoclassique du marché du travail, celui qui repose sur les principes de la concurrence pure et parfaite, la CPP. D'ailleurs, on va faire un petit rappel sur son fonctionnement. Le marché du travail est un lieu de rencontre entre une offre qui est représentée par les travailleurs et une demande représentée par les employeurs. Et ils s'échangent une quantité de travail à un prix, le taux de salaire réel. Graphiquement, ça donne ça. En abscisse, on met la quantité de travail qui s'échange. Et en ordonnée, on met le prix, ici le taux de salaire réel. L'offre de travail représentée par les travailleurs est une fonction croissante du salaire réel. En effet, un salaire réel plus élevé incite davantage de personnes à entrer sur le marché du travail. Donc plus le salaire est élevé, plus il y aura de personnes qui voudront travailler. A l'inverse, la demande de travail, représentée par les employeurs, est une fonction décroissante du salaire réel. En effet, plus le salaire est élevé, moins les employeurs sont incités à embaucher car ça leur coûte trop cher. Le point d'équilibre est atteint lorsque le nombre de travailleurs désirant travailler au salaire d'équilibre correspond au nombre d'emplois disponibles à ce salaire. Dit autrement, lorsqu'on est dans une situation de plein emploi. Ainsi, en CPP, tout agent qui désire occuper un emploi peut le faire s'il accepte de travailler au salaire d'équilibre du marché. À cet équilibre, s'il y a du chômage, il ne peut donc être volontaire, choisi, car ce sont les individus qui décident de ne pas travailler à ce niveau de salaire. En revanche, pour les néoclassiques, et afin que le marché fonctionne correctement, il doit respecter les 5 hypothèses de la concurrence pure et parfaite. Alors tu te souviens, la première hypothèse, c'est l'hypothèse d'atomicité. Elle correspond au fait que le marché doit être composé d'un grand nombre de vendeurs et d'acheteurs, si bien que personne ne peut influencer les prix. Ensuite, il y a l'hypothèse d'homogénéité, qui correspond au fait que les travailleurs sont perçus comme identiques par les employeurs. Les employeurs sont donc indifférents à la personnalité des travailleurs. Ensuite, il y a l'hypothèse de la fluidité, qui correspond au fait que les offreurs et les demandeurs peuvent accéder au marché librement, sans conditions et sans obstacle à l'entrée ou à la sortie. L'avant-dernière hypothèse est celle de la transparence, qui correspond au fait qu'il y a une circulation parfaite de l'information sur les conditions du marché. Donc ça signifie qu'à tout moment, les offreurs et les demandeurs de travail ont accès gratuitement à une information parfaite sur les conditions du marché. Et enfin, la dernière, c'est l'hypothèse de la parfaite mobilité des facteurs de production, travail et capital. Elle correspond au fait que tous les agents doivent pouvoir circuler librement sans être gênés par la distance géographique, les frais de transport, les habitudes commerciales, etc. Si ces hypothèses sont respectées, le marché peut donc jouer son rôle régulateur et déterminer un salaire d'équilibre pour lequel il y aurait un plein emploi. Mais le problème, c'est que nous ne vivons pas dans un monde en CPP. Et il est tout à fait possible que le salaire réel soit fixé au-dessus de celui qui équilibrerait le marché. On y reviendra après. Donc l'offre de travail peut être supérieure à la demande de travail et du chômage involontaire peut apparaître. Certaines hypothèses de la concurrence pure et parfaite ne seraient donc pas respectées et rendraient le marché imparfait, source de chômage. Maintenant qu'on s'est mis d'accord sur ce point, voyons voir quelles sont les hypothèses qui ne sont pas respectées et qui rendent le marché imparfait. Dit autrement, voyons quelles sont les causes, les sources du chômage structurel. Alors la première hypothèse qui n'est pas respectée et qui peut être source de chômage est celle de la transparence. En effet, l'information sur le marché du travail est imparfaite car seul le travailleur connaît son réel niveau de productivité. Il y a ce que l'on appelle une asymétrie d'information, c'est-à-dire une inégalité d'information entre les offreurs et les demandeurs, vu que l'offreur de travail connaît mieux ses propres caractéristiques personnelles que le demandeur de travail, qui lui connaît mieux les caractéristiques du poste offert. La présence de ces asymétries d'information conduisent à deux problèmes. Avant la signature du contrat entre l'employeur et le travailleur, il y a ce que l'on appelle un risque de sélection adverse.
L'employeur ignore quelles sont exactement les capacités, les qualités et les compétences de son futur salarié avant la signature du contrat. Cela entraîne un risque de sélection adverse, c'est-à-dire un risque de choisir un salarié qui ne correspond pas aux attentes de l'employeur, faute d'informations suffisantes. L'employeur étant au courant de ce risque va diminuer le salaire qu'il est prêt à verser afin de se prémunir contre le risque d'embaucher un salarié peu compétent pour occuper le poste. Mais vu que l'employeur a baissé le salaire, certains travailleurs, surtout ceux ayant une productivité plus élevée que la moyenne, considèrent qu'il est trop bas et vont donc se retirer du marché. Finalement, la probabilité d'embaucher un salarié peu productif augmente puisque les plus compétents sont chassés du marché. Ainsi, la productivité du travail avec des salariés peu productifs va baisser. Donc ça, c'était avant la signature du contrat. Le truc, c'est qu'il y a aussi un risque après la signature du contrat. Et là, c'est le risque d'aléa moral. Ce risque décrit une situation où le comportement du travailleur, une fois embauché, ne correspond pas nécessairement aux attentes de l'employeur en termes de productivité, en partie parce que le travail fourni n'est pas entièrement observable ou évaluable par l'employeur. Les travailleurs peuvent être tentés de réduire leurs efforts, sachant que leur niveau réel de productivité n'est pas entièrement transparent pour leur employeur. La productivité du travail va, encore une fois, diminuer. Face à ces risques, les employeurs peuvent adopter la stratégie du salaire d'efficience. Alors, c'est un salaire fixé rationnellement et unilatéralement par l'employeur à un niveau supérieur à celui du marché afin d'éviter les risques liés aux asymétries d'information. Maintenant, tu te demandes peut-être pourquoi le fait de mettre en place un salaire plus élevé que le salaire de marché est une solution à ces asymétries d'information. Eh bien en fait, il y a deux raisons. Déjà car ce salaire permet d'attirer les meilleurs salariés et ça permet de lutter contre la sélection adverse, donc avant le contrat. En effet, avant d'être embauchés, les salariés ont ce qu'on appelle un salaire de réservation, c'est-à-dire un salaire en dessous duquel ils refusent de travailler. Ce sont souvent les individus les plus compétents qui ont les salaires de réservation les plus élevés. Ainsi, le salaire d'efficience attire les employés les plus qualifiés, motivés par une rémunération plus avantageuse, alors que les individus moins compétents vont s'auto-exclure, estimant ne pas répondre aux exigences associées à ce niveau de salaire. Il ne reste donc que les travailleurs les plus qualifiés sur le marché, ce qui permettra une hausse de la productivité du travail. Ensuite, le salaire d'efficience permet aussi de lutter contre l'aléa moral, donc après la signature du contrat, car il motive les salariés à fournir un effort maximal et à les fidéliser. En effet, en recevant un salaire supérieur à la norme du marché, les employés sont plus motivés à maintenir leur poste et à fournir un effort constant. La perte potentielle d'un emploi bien rémunéré devient un puissant dissuasif contre toute tentation de tirer au flanc. Le salarié a beaucoup à perdre s'il est licencié, car il est peu probable qu'il retrouve un poste aussi bien rémunéré ailleurs. De la même façon, avec un salaire plus élevé que la moyenne, les salariés se sentent valorisés, ce qui augmente leur satisfaction et leur engagement dans l'entreprise. Cela permet donc de fidéliser les talents et de réduire les coûts associés au recrutement, à la formation de nouveaux employés et à la perte de productivité durant les périodes de transition. Les travailleurs sont donc motivés à tout donner afin de rester dans l'entreprise, ce qui permettra une hausse de la productivité du travail. Cependant, cette stratégie s'écarte de la logique du marché traditionnel, où le salaire d'équilibre est déterminé par la rencontre entre l'offre et la demande de travail. Graphiquement, si on représente cette situation, on verrait que le salaire d'efficience se situe au-dessus du point où la courbe de l'offre de travail croît celle de la demande de travail. Cela signifie que à ce niveau de salaire, il y a plus d'individus disposés à travailler que d'emplois disponibles. Résultat, nous sommes confrontés à une situation où l'offre de travail est supérieure à la demande de travail. Donc on est dans une situation de chômage. Il y a tout simplement plus de candidats que de postes à pourvoir. Pour revenir à une situation d'équilibre, il faudrait donc que le salaire passe en dessous du salaire d'efficience. Le problème, c'est qu'il agit comme un prix plancher. Dit autrement, il est rigide à la baisse, on ne peut pas aller en dessous, car si les employeurs baissent le salaire, ils feront à nouveau face aux asymétries d'information. Le manque de flexibilité du salaire d'efficience est donc source de chômage structurel, car les personnes qui étaient prêtes à offrir leur force de travail au prix du salaire d'équilibre se retrouvent exclues du marché. Ainsi, les asymétries d'information constituent une première cause du chômage structurel. En remettant en cause l'hypothèse de la transparence de la concurrence pure et parfaite, elles incitent les employeurs à mettre en place un salaire d'efficience, un salaire rigide à la baisse et supérieur à celui d'équilibre, source de chômage. Après avoir montré comment les asymétries d'information peuvent entraîner un chômage
structurel, il est essentiel de se pencher sur une autre dimension du marché du travail qui contribue également à ce type de chômage, les problèmes d'appariement. Ces problèmes surviennent lorsque le marché du travail est incapable de faire correspondre efficacement l'offre et la demande de travail, créant des obstacles qui empêchent les travailleurs et les employeurs de se rencontrer pleinement. En économie, on parle aussi de mismatch. En effet, et contrairement aux hypothèses de la concurrence pure et parfaite, le marché du travail est marqué par une hétérogénéité, une mobilité limitée des travailleurs et des retards d'ajustement entre l'offre et la demande. Cela signifie que les hypothèses d'homogénéité, de libre circulation des facteurs de production et de fluidité ne sont pas respectées, menant à des situations où offre et demande de travail n'arrivent pas à s'aligner parfaitement. On identifie principalement 3 situations qui provoquent ces problèmes d'appariement. La première concerne les inadéquations de qualification. Cette forme d'inadéquation survient lorsque les compétences, les qualifications et l'expérience offertes par les travailleurs ne correspondent pas aux besoins et aux attentes des employeurs. En d'autres termes, bien que les travailleurs soient prêts et désireux de travailler, ils se retrouvent incapables de trouver des emplois adaptés à leurs compétences actuelles. Ce décalage entre l'offre et la demande de compétences peut s'expliquer de plusieurs façons. Premièrement, les mutations rapides du système productif, souvent impulsées par l'innovation technologique et les changements dans les modes de consommation, transforment la nature des compétences recherchées sur le marché du travail. En effet, certaines qualifications autrefois beaucoup demandées peuvent devenir obsolètes, tandis que de nouvelles compétences deviennent cruciales. C'est ce qu'on avait vu sur le chapitre de la croissance économique avec le processus de destruction créatrice. Ensuite, le système éducatif et les programmes de formation professionnelle peuvent ne pas s'ajuster assez rapidement aux besoins émergents de l'économie, laissant un fossé entre les compétences acquises par les travailleurs et celles recherchées par les employeurs. Et enfin, la réduction de l'emploi dans les secteurs traditionnels ou en déclin libère sur le marché du travail des individus dont l'expérience et les compétences spécifiques sont de moins en moins demandées. Ces travailleurs se retrouvent alors confrontés à un marché où leurs qualifications ne leur permettent pas d'accéder aux opportunités d'emploi existantes. Ainsi, face à ce phénomène, les entreprises peuvent éprouver des difficultés à pourvoir des postes vacants malgré un taux de chômage élevé car les profils disponibles ne correspondent pas à leurs critères. Simultanément, les travailleurs, malgré leur volonté d'être employés, ne parviennent pas à trouver des postes qui valorisent leurs compétences et leur expérience. Les inadéquations de qualification provoquent donc un chômage structurel. Ensuite, la deuxième situation qui provoque des problèmes d'appariement concerne les inadéquations spatiales. Cette forme d'inadéquation survient lorsque les emplacements des postes vacants ne correspondent pas aux zones où résident les chercheurs d'emploi. Concrètement, il y a des emplois, oui, mais pas là où les gens sont prêts ou capables de travailler. Par exemple, un travailleur qui habite à Marseille, qui recherche un emploi et qui voit que le seul poste disponible est à Paris, ne va peut-être pas le prendre. Alors pourquoi? Déjà car le coût élevé de la vie dans les zones à forte demande d'emploi peut dissuader les travailleurs de déménager. Même avec un salaire attractif, le prix du logement, des transports et de la vie quotidienne dans des villes comme Paris peuvent être très élevés. De plus, il peut y avoir des raisons personnelles. En effet, quitter sa région d'origine, c'est souvent laisser derrière soi un réseau social et familial important et pas tout le monde serait prêt à le faire. Et enfin, il peut y avoir des contraintes pratiques, telles que le manque d'infrastructures de transport adaptées, rendant les trajets domicile-travail longs et peu envisageables, notamment pour ceux sans moyens de locomotion personnelle. En conséquence, malgré l'existence de postes vacants ailleurs, le chômage va augmenter lorsque les travailleurs ne peuvent pas physiquement se rendre dans des zones où la demande est forte. Le décalage géographique est donc un obstacle majeur qui empêche de faire matcher les employeurs et les potentiels employés, ce qui est source de chômage. Et enfin, la troisième et dernière situation qui provoque des problèmes d'appariement concerne l'existence de frictions. Elles correspondent au délai, au temps nécessaire pour qu'un chercheur d'emploi trouve un poste adapté à ses compétences et préférences, ou à l'inverse, pour qu'un employeur identifie et recrute le candidat idéal. Ce type de chômage, aussi appelé chômage frictionnel, touche particulièrement les personnes qui décident de quitter volontairement leur emploi actuel dans l'espoir d'en trouver un autre plus adapté à leurs compétences ou à leurs désirs de carrière. Durant cette transition, ces personnes peuvent se retrouver temporairement sans emploi, le temps de dénicher le poste qui leur convient et de s'organiser pour l'occuper. C'est le cas par exemple pour un professionnel de l'informatique qui quitte son poste dans une petite entreprise pour chercher un emploi
plus stimulant et mieux rémunéré dans une grande société. Le délai entre ces deux emplois le place dans une situation de chômage frictionnel. L'un des principaux facteurs qui aggrave ce type de chômage est le problème d'information. Souvent, les demandeurs d'emploi ne parviennent pas à identifier les offres qui correspondent précisément à leurs compétences et préférences. De même, les processus de recrutement peuvent manquer d'efficacité, empêchant les employeurs de trouver des candidats qui répondent exactement à leurs critères. Par exemple, une entreprise cherchant un ingénieur spécialisé dans l'intelligence artificielle peut avoir du mal à trouver le candidat idéal faute d'une diffusion adéquate de l'offre d'emploi ou d'une méconnaissance des plateformes où elle pourrait atteindre son public cible. Il en résulte un déséquilibre où des compétences disponibles ne trouvent pas leur appariement dans les offres d'emploi existantes et vice-versa. Ainsi, il y a bien un mismatch, un problème d'appariement entre l'offre et la demande de travail causé par les délais de recherche et un manque d'informations précises sur les opportunités d'emploi. Malgré une adéquation potentielle entre les besoins des entreprises et les compétences des travailleurs, les obstacles informationnels empêchent une rencontre efficace, ce qui contribue au chômage structurel. Les problèmes d'appariement constituent donc une deuxième cause du chômage structurel. En remettant en cause les hypothèses d'homogénéité avec les inadéquations de qualification, de libre circulation des facteurs de production avec les inadéquations spatiales et de fluidité avec les frictions, ils empêchent l'offre et la demande de travail de se rencontrer pleinement, ce qui est source de chômage structurel. Donc maintenant nous avons deux causes du chômage structurel, les asymétries d'information et les problèmes d'appariement. Néanmoins, il nous reste encore une dernière cause à développer, les institutions, notamment le SMIC et les règles de protection de l'emploi. Alors voyons voir pourquoi elles sont source de chômage. Déjà, les institutions comprennent un ensemble de règles pratiques ou conventions acceptées par tous et qui structurent les relations entre les agents économiques. Les institutions qui encadrent le marché du travail visent à protéger les travailleurs des effets potentiellement préjudiciables d'un marché totalement dérégulé. Cependant, elles peuvent engendrer diverses formes de rigidité car ces règles structurent et contraignent les comportements des agents. En effet, les institutions peuvent entraver l'ajustement du marché du travail en imposant des contraintes qui dépassent les simples négociations salariales et affectent la dynamique de l'emploi. Le salaire minimum, donc le SMIC et les règles de protection de l'emploi illustrent parfaitement comment ces institutions peuvent, dans certains contextes, contribuer au chômage structurel. Commençons par le SMIC. Le SMIC, ou salaire minimum interprofessionnel de croissance, est sûrement l'institution la plus connue. Il correspond au salaire horaire minimum légal que tout employeur est tenu de verser à ses salariés. En France, par exemple, au 1er janvier 2024, le SMIC horaire brut est fixé à 11,65 €, soit environ 1767 € brut mensuels pour 35 heures de travail hebdomadaire. Cependant, en imposant un seuil minimal de rémunération, la fixation d'un salaire minimum introduit une rigidité significative sur le marché du travail, ce qui peut provoquer du chômage. Mais alors, de quelle façon? Déjà, il impose un coût du travail obligatoire aux entreprises sans tenir compte de la productivité des futurs travailleurs. En effet, lorsque le SMIC est fixé au-dessus du niveau de productivité de certains travailleurs, particulièrement les jeunes et les moins qualifiés, les employeurs peuvent les considérer comme trop coûteux, trop cher. Si la contribution de ces travailleurs à la valeur ajoutée de l'entreprise est estimée inférieure au coût que leur salaire représente, cela dissuade les employeurs de les embaucher. Le coût du travail imposé par le SMIC dépasse donc la valeur produite par le travailleur, rendant leur embauche économiquement pas intéressante. Pour comprendre, prenons l'exemple d'un jeune travailleur dont la productivité marginale est estimée à 7 € de l'heure. Si le SMIC est à 11,65 €, il devient évident qu'aucune entreprise rationnelle n'engagera ce jeune car elle subirait une perte pour chaque heure travaillée. De plus, face à un salaire minimum élevé, les entreprises peuvent chercher des alternatives à l'embauche de nouveaux salariés. Cela se traduit souvent par une substitution du travail par le capital, c'est-à-dire par l'automatisation ou l'adoption de technologies permettant de réduire la dépendance à la main-d'œuvre. Par exemple, l'introduction de caisses automatiques dans les supermarchés peut être vue comme une réponse directe à l'augmentation des coûts salariaux. Cette substitution peut entraîner une réduction des opportunités d'emploi pour la main-d'œuvre, contribuant ainsi au chômage structurel. Ainsi, en introduisant une rigidité sur le marché du travail, le SMIC peut involontairement exclure du marché de l'emploi ce qu'il cherche à protéger et provoquer de fait
du chômage. Donc ça c'était pour le SMIC. Maintenant passons à la deuxième institution, les règles de protection de l'emploi. Elles correspondent à l'ensemble des réglementations qui encadrent les contrats de travail, notamment les conditions d'embauche, de licenciement et les droits des travailleurs en CDI, contrat à durée indéterminée, ou en CDD, contrat à durée déterminée. Leur objectif est d'assurer une certaine sécurité aux salariés et d'éviter les abus. Toutefois, et comme le SMIC, ces protections introduisent des rigidités sur le marché du travail qui peuvent provoquer du chômage structurel. Alors, pourquoi ? En fait, en protégeant les salariés, elles découragent les employeurs à embaucher. En effet, anticipant les difficultés et les coûts associés à d'éventuels licenciements, les employeurs peuvent se montrer réticents à embaucher, particulièrement en période d'incertitude économique. La crainte de ne pas pouvoir ajuster facilement leur main-d'œuvre en réponse aux fluctuations du marché conduit à une prudence excessive, freinant les créations d'emplois et favorisant le chômage. Ainsi, les institutions comme le SMIC et les règles de protection de l'emploi, bien qu'essentielles à la protection des travailleurs et au fonctionnement équitable du marché du travail, peuvent devenir des sources de chômage structurel du fait des rigidités qu'elles imposent. Ainsi, pour résumer cette vidéo, on a vu qu'il y avait 3 sources de chômage structurel: les asymétries d'information, les problèmes d'appariement et les institutions comme le SMIC ou les règles de protection de l'emploi. Et voilà, à présent tu sais quelles sont les sources du chômage, qu'ils soient conjoncturelles, donc liées aux fluctuations de l'activité économique, ou structurelles, c'est-à-dire liées à des déséquilibres sur le marché du travail. Mais maintenant, il est tout à fait logique de se demander s'il est possible de lutter contre. Et si oui, comment ? C'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, et on verra notamment qu'il existe plusieurs politiques qui permettent de lutter contre ces deux types de chômage. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, et moi je te dis à tout de suite.